Bienvenue, mesdames, messieurs. Bientôt une vingtaine d'années d'expérience inouïe de la conférence des forces vives de la nation au Bénin, ayant fait tache d'huile dans la sous-région, avec à la clé une série de recommandations très enrichissantes les unes aux autres. Mais plus le temps passe, relève-t-on, le vivre ensemble reste un défi presque permanent. Une quête en somme, le sens de la fraternité pourtant inscrit en pôle position en thème de devise du pays serait plus que jamais mal en point. Les Béninois avancent. Plus d'un observateur ne savent plus se faire confiance, se donner la main, ni se parler. Un maillon pourtant essentiel pour impacter le développement. À raison, la tenue très récemment du symposium de la fraternité. Une problématique ayant réuni acteurs politiques, universitaires, juristes, sociaux, anthropologues, membres de la société civile et autres objecteurs de conscience. Mais tout ceci, pour quel résultat? Mesdames, Messieurs, c'est la principale interrogation au cœur de l'émission Débat du jour. Et déjà, sur ce plateau, nos invités. À ma gauche, Paul Désiré Tonon, ingénieur agroéconomiste, directeur de société. Il est acteur de la société civile au sein de l'association Les Compagnons du Devoir. Paul Désiré Tonon, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. En face de vous, un compagnon de lutte pour la nouvelle aventure, pour un Bénin plus épanoui. Nadin Ange Kokodé est son nom, président de l'association Les Compagnons du Devoir. Il est le président du symposium. Nadin Ange Kokodé, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est nous qui vous remercions. Notre plaisir est partagé. Comment se sent-on après une période de course à la montre pour une assise comme celle-là? On se sent ragaillardi quand même. Hein. On a l'impression d'avoir fait du bon travail. Vraiment. Se parler de fraternité au Bénin. Et comme vous l'avez dit, fraternité en pôle position de notre devise. Et fraternité souvent oubliée. Et c'était un exercice parfois périlleux, mais nous en sommes très contents. Très contents. Même état d'homme? Oui, je crois. On est ragaillardi, comme le dit Nadin. Parce que nous voilà dans une nation. Nous devons vivre ensemble. On est sorti d'une histoire. On est un peuple qui a son histoire, devenu indépendant en 1960. Et les élites de cette période-là ont fait l'option donc de ce que nous devrions vivre ensemble dans une république qui sera laïque, qui sera démocratique. Donc on a fait allégeance à l'ONU, on a un attachement à la démocratie et nous avons voulu vivre suivant les valeurs sociétales, les valeurs cardinales qui procèdent d'une devise fraternité, justice, travail. Ce qui voudrait dire que ce peuple-là, qui est issu de la colonisation, qui se retrouve condamné à vivre ensemble, ce peuple qui est diversifié au plan linguistique, au plan ethnique, au plan des croyances religieuses, doit pouvoir vivre des relations, les populations de ce composant doivent vivre leurs relations d'interdépendance à l'image de climat d'affaires qui se développe, s'entretient entre les membres des personnes qui descendent d'une même famille. Ah oui, le vivre ensemble. Quelle est la situation aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, Cotonou, la ville vitrine du Bénin, aura pendant 2 jours été la capitale du symposium de la fraternité. Et vous pouvez comprendre en filigrane ce qui s'est joué. Un symposium conduit par vos soins. Nadin Kokodé, déjà en filigrane, nous l'a brossé, Monsieur Tonon, pour montrer d'où venait le Bénin. La première question que j'aimerais vous poser, avant d'aller un peu en profondeur, quelles sont les motivations profondes de cette assise-là? Les motivations de cette assise viennent du fait que depuis que nous allons aux élections de façon libre, on a cesse quand même de remarquer qu'il y a souvent après les élections, des grognements. Voilà. Donc, il y a irrégularité, il y a des fraudes, c'est la première chose. Et puis, il n'est un secret pour personne que les fraudes électorales, les achats de conscience vont très bon train pendant la période préélectorale. Alors, nous partons du fait que nous sommes des hommes dignes, en fait, et que
lorsque vous êtes digne, vous devez respecter la dignité de l'autre. Et quand vous achetez la conscience de quelqu'un, parce qu'il est dans la misère, et que vous le maintenez au plus bas de l'échelle globalement, vous ne pensez qu'à sa survie en fait. Vous lui donnez de l'argent à un moment donné, après vous ne pensez plus à lui. Voilà, vous ne respectez pas cette personne. Deuxièmement, lorsque vous passez le temps à distribuer de l'argent, par exemple, avant les élections, et que vous êtes élu, vous ne faites pas forcément bien votre travail, puisque l'argent, vous l'avez trouvé où? Voilà, vous avez peut-être tendance à vouloir récupérer ce que vous avez dépensé, et à partir de ce moment, et ce qu'on appelle égalité des chances, elle n'existe plus. Vous, vos enfants iront forcément à l'école parce que vous avez les moyens, mais le monsieur qui est au village, dont vous avez la charge administrative, peut-être que ces enfants n'iront pas au village, n'auront pas un hôpital décent. Et c'est par contre... Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est-à-dire l'argent qu'on a eu à distribuer à M. Is pendant cette période électorale, lui, ressortissant d'une de ces localités très défavorisées, comme on en voit souvent, le souci de pouvoir rentrer en possession des sous dépensés peut amener l'élu à ne pas honorer ses engagements. Absolument, donc il n'honore pas ses engagements, et puis il ne respecte pas les marchés. Vous connaissez les histoires de 10 millions, et puis petit, je ne sais pas trop quoi, de goudron. Voilà, c'est ces genres de choses-là. On ne voit pas forcément en tant qu'électeur qu'en acceptant les sous, on impacte sur sa propre vie. Et l'élu ne comprend peut-être pas forcément qu'en faisant ce geste-là, il impacte sur la vie du citoyen pendant des années. Mais il faut le leur rappeler, il faut le rappeler à chacun, aussi bien à l'élu qu'à l'électeur. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un projet, donc ce projet qui s'appelle « Un élu, une action », qui est un projet décennal en fait, c'est sur 10 ans, et dont l'objectif est d'assurer globalement au Bénin des élus qui travaillent au développement de notre pays. Assurer... Qui assurent absolument des élus qui assurent le développement de notre pays, où qu'il soit, globalement. Et c'est de cet objectif, un élu, une nation, que découle le symposium, qui n'est qu'une activité. Et ce symposium de la fraternité arrive à 1 an des échéances électorales, j'allais dire, et législatives. Et c'est pour cela que nous nous sommes un peu plus concentrés sur les législatives. Sinon, notre projet, il est sur 10 ans. Il est sur 10 ans. Oui, le sens de la fraternité, c'est le thème qui aura focalisé l'attention pendant ces jours de réflexion. Paul Désiré Thonon, vous avez commencé par montrer un peu d'où est venu le Bénin et là où il doit aller, compte tenu des idées déjà jaillies, dressées, actionné par ses pairs et qui aujourd'hui serait un peu en souffrance. On croit les développements même de Nadine tout à l'heure, cette activité, ou plutôt cette manière qu'ont les élus accompagner, soi-disant, leur mandat, ne reflète pas un sens réel de fraternité et du respect de la dignité. C'est cela? Oui, c'est ça. Et en antipode avec les idées phares qui ont poussé les pères à tracer cette voie de la fraternité. Oui, parfaitement. Parce que, comme l'a dit Nana, la manière dont nous élisons, nous envoyons nos élus à l'Assemblée nationale, même comme président de la République, on constitue l'État, ça pose quelques problèmes à l'option que nous avons choisie. Le Bénin a adopté la démocratie. Vous savez très bien, dans son histoire, cette démocratie, 3 ans après, a été mise à mal. On a connu des situations très critiques et tout le monde le sait, on a dû faire un choix à un moment donné. On a choisi la dictature officialisée dans notre constitution. Alors, donc, on a choisi aussi des options, le marxisme, le léninisme, donc, qui n'a pas commencé, n'a pas vraiment... qui n'a pas fait d'erreur, n'a pas vraiment commencé. Donc on est dans la construction d'une nation et on a fait une option à un moment donné. Mais on a connu les limites. Et on est revenu encore à la démocratie. Ça veut dire que nous savons très bien qu'il faut rejeter dans la construction dans l'édification de notre nation, comme la dictature, le régionalisme, la concussion, le népotisme. C'est clairement écrit dans notre préambule. Donc on est reparti quand même avec un enthousiasme. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même à partir d'un moment, on a commencé à avoir des vérités de retour à la dictature
Et des gens s'opposent. Et on se retrouve dans un pays, on trouve que la démocratie, aujourd'hui, les indices nous montrent que la démocratie est une très belle chose. Mais pour la nation, il faut aussi qu'on puisse réunir des personnalités aptes, vraiment, de toutes les sensibilités, qui soient aptes à gérer les affaires de l'État. Donc ça veut dire qu'il pose un problème d'élu de la nation. Mais on a vu qu'avec quelle légèreté les gens arrivent à l'Assemblée nationale. Il y a une masse de notre population, des citoyens considérés comme tels, nous sommes tous égaux, mais la gestion du pays a fait une large couche qui ne se retrouve d'individus pas indépendants. Ils sont engoncés dans une pauvreté sensible à l'argent et ils deviennent le fonds de commerce électoral de ceux-là qui sont un groupuscule, qui sont un peu riches, qui tiennent de l'argent et pour des causes. Donc, c'est du commerce en quelque sorte. Et c'est de cette manière-là que... serait-elle entretenue sciemment? Oui, entretenue parce que la gestion de notre pays a fini par la situation économique. Il y a une masse de chômeurs que nous avons aujourd'hui. Des personnes qui n'ont pas accès à l'emploi, des personnes qui se trouvent dans la débrouille, qui en quelque sorte n'ont aucune autonomie financière et donc qui sont sensibles à des prébendes et deviennent des fonds de commerce. Donc la fraternité voudrait qu'on leur vienne en aide, qu'on les aide à savoir pêcher. Oui, mais le problème, c'est que la manière dont les élus se retrouvent à l'Assemblée nationale ou dans la gestion du développement de notre pays ne permet pas à ces gens-là de se retrouver. Et ils sont donc entretenus dans cette situation. Et comme l'a dénoncé, ils n'ont plus la dignité. On ne leur doit rien. On va à l'Assemblée nationale, on ne leur doit plus rien. On peut faire ce qu'on veut. Et quand vous le constatez aujourd'hui, la politique aïerie est installée. Les valeurs sociétales ne sont plus en cause. On ne le sent plus. Donc il y a un problème d'élus. Certains dénoncent les institutions, le fonctionnement des institutions. Mais quand on voit là encore, c'est les hommes, non? Les hommes qui gèrent les institutions. Et quand vous voyez la gestion de la démocratie du Bénin, c'est entaché de laxisme, de complaisance, de mépris, de morale relâchée. Nous voyons le comportement des uns et des autres à l'Assemblée nationale. Tout ça motive que nous sortons. Et de ces citoyens qui sont retrouvés au sein de compagnons de devoir, qui se sont liés par des engagements de fidélité au peuple et à la nation, et qui voudraient donc se donner comme mission de contribuer au développement de la République du Bénin, suivant à travers la perpétuation, la défense et la pratique rigoureuse des vertus, des valeurs sociétales qui procèdent de cette devise optionnelle fraternité, justice, travail. Oui, Nadine Kokodé, autour de cette devise, s'il y en a qui l'incarnent le mieux, en principe, ce sont les élus du peuple, l'émanation même du peuple au niveau de la représentation nationale. Et on est censé y trouver les différentes composantes de la société. Mais quand on suit votre développement, c'est à croire que désormais c'est une fissure à ce niveau et qu'on se sent beaucoup plus d'une région qu'appartenant à une nation. Est-ce que ce n'est que ça? C'est au-delà de ça? Je pense que c'est bien au-delà de ça. Je crois que nous avons eu 2 premières législatures exceptionnelles où on était, en tout cas pour ce qui est des élus de la nation. Et je crois que lorsque l'argent a été déversé à grand flot à partir de la 3e législature, en tout cas de la campagne, tout est allé à volo. Mais il n'y a pas que des élus, on ne peut pas dire qu'ils ne représentent que leur localité, non. Ils représentent juste une frange de leur localité. C'est sérieux ce que vous dites là? Oui, il a dit qu'ils représentent parfois que les commerçants, que... Voilà, c'est ça, donc... C'est ce qu'on a actuellement? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue un repère. Enfin, j'ai pas envie de dire de vilains mots, mais un repère de gens qui ne respectent pas la loi, globalement. Donc, lorsque vous voulez aller vous cacher et que vous avez des choses à vous reprocher, vous courez pour devenir député de l'Assemblée nationale, député et puis avoir ce que l'immunité parlementaire, enfin, même si aujourd'hui cette immunité elle est mise à mal, mais c'est des réalités en fait, et c'est contre ces réalités qu'il faut lutter. C'est-à-dire qu'il faut que l'élu, comme vous le dites, puisse représenter le peuple. Notre constitution veut que l'élu soit un élu
de la nation. Parce qu'à partir du moment où vous êtes élu, vous n'êtes plus l'élu de telle ou telle circonscription électorale, vous êtes élu de la nation, vous représentez la nation. Il faut que vous puissiez la représenter valablement. Lors de notre symposium, nous avons été très étonnés d'entendre les députés, des anciens députés dire il n'y a que 15 à 20% de députés qui travaillent réellement. 20%. 15 à 20% qui travaillent réellement. Eux-mêmes. Vous vous rendez compte que lorsque vous avez 83 députés et que vous en avez à peine une quinzaine, une trentaine qui travaillent réellement, mais les autres sont quand même payés. Ils sont payés à quoi? À ne rien faire. Pendant que moi, mes parents au village n'ont pas de quoi manger. C'est ça. Donc c'est en définitive essayer d'envoyer à cette assemblée des élus qui vont produire la loi. Parce que ça fait partie de leur rôle. Légiférer. Contrôler l'action du gouvernement. Mais si vous n'êtes pas... Si vous n'avez... Enfin, je ne veux pas dire aucune instruction de base. Vous ne pouvez pas contrôler l'action du gouvernement. C'est vrai qu'il y a des outils qui leur permettent de faire ce travail-là. Que ces outils-là soient utilisés. Donc, pour que nos députés, nos futurs députés en tout cas, c'est les députés à partir de la prochaine législature, que ce ne soit plus que 15 ou 20%, qu'on puisse augmenter petit à petit. Et j'espère que d'ici une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on fera mieux. En tout cas, pour l'instant, la rencontre a accouché d'un certain nombre de résolutions. Mais avant d'y arriver, vous êtes membre de la société civile. Eh bien, quel aurait été l'intérêt de cette initiative pour vous, en tant qu'acteur de la société civile qui bataillait au quotidien afin que l'élu ne confonde pas ses intérêts aux intérêts du peuple? Ah oui, ne confonde pas ses intérêts aux intérêts du peuple. Évidemment, il faut bien que l'élu se reconnaisse dans les aspirations, les exigences, les préoccupations de ses mandants. Absolument. Si aujourd'hui, là, nous sommes dans un schéma où l'éducation civique manque, nous n'avons pas donc des citoyens, des élus forcément préparés. Il est arrivé, comme Lionel l'a dit, à un moment où les gens trouvaient que si on a de l'argent, on peut se faire élire député à l'Assemblée nationale. Et donc, comme je l'ai dit, c'est devenu un fonds de commerce. On fait de commerce. On veut aller à l'Assemblée nationale pour beaucoup d'autres raisons qui ne tiennent pas forcément compte des préoccupations, des exigences. Alors, donc, c'est des choses que nous dénonçons. Nous voyons, nous dénonçons. On élit un député pour que, à l'Assemblée nationale, comment il devient le député quand on élit dans une localité, mais on veut qu'il soit une nation. S'il porte réellement les aspirations de ce peuple, lorsque le débat se pose à l'Assemblée nationale, il vient d'une localité, l'autre vient. À un moment donné, on aborde un sujet. On essaye de fédérer les énergies, la compréhension mutualise et on en sort les aspirations du peuple. On agrège pour le peuple. C'est comme ça que le député sort d'un point et se retrouve au niveau de la nation comme tel. Mais lorsqu'on a un député qui n'a pas de contact avec son peuple, qui juste ne revient que lorsque le moment arrive d'aller négocier encore avec le pauvre au village, qui voudrait se retrouver à travers lui. Et il trouve les mots justes pour le convaincre, de lui confier, de l'envoyer, il trouve les mots justes pour acheter, je préfère le dire, acheter son suffrage. Si c'est comme ça que ça se passe toujours, ouais, le Bénin ne pourra aller nulle part. Désormais, il faut changer de paradigme. De toute façon, c'est ce que nous avons vous avez choisi un thème. Oui. Nous avons pu discuter ça au cours du symposium. Les résultats, on en parlera tout à l'heure. Mais Nadé, le thème retenu, c'est regard croisé entre droit et développement. Le rôle de l'Assemblée nationale. Pourquoi ce thème précisément? Oui, mais c'est ce dont je parlais tantôt. C'est-à-dire que sans droit, il n'y a pas de développement. Et on a l'impression que le vrai problème de notre pays, c'est le droit, en fait. Ou les droits, globalement. Les droits. C'est-à-dire que je sache que j'ai des droits, mais que j'ai des devoirs. Et que je sache que lorsque je dis fraternité, justice, travail, si je ne suis pas fraternel, justice, c'est le droit, en définitive. Donc, on ne peut pas
lorsqu'on n'est pas fraternel, on ne respecte pas l'autre, on n'est pas juste envers l'autre. Et lorsqu'on n'est pas juste envers son prochain, lorsqu'on ne voit pas dans le regard de l'autre un autre soi-même, on ne le respecte pas. Et à partir de cet instant-là, on ne le met pas au travail, ou on ne travaille pas assez soi-même. Et lorsqu'on ne travaille pas, on ne développe pas un pays. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est ces petits manquements à l'étage de chacun qui fait que, en définitive, on est le rendez-vous du développement, il n'est pas là. On n'est pas présent pour le développement. C'est si profond. Ah ben oui, enfin, c'est-à-dire que la fraternité, c'est la base c'est essentiel. C'est-à-dire que, allez, nos ancêtres, ils ont été bien gentils de nous le flanquer, mais ils n'ont peut-être pas mis en place un processus qui nous permette de comprendre que, oui, du nord au sud, nous sommes les mêmes. Et peut-être qu'à un certain moment, eux-mêmes se sont tellement rentrés là-dedans qu'ils ont oublié de dire, en fait, nous, on a fait une erreur, il ne faudrait pas que vous perpétuez cette erreur. Et le fait, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut plus perpétuer cette erreur. Il faut que nous nous retrouvions, il faut que nous nous parlions franchement, que nous sachions que le développement ne peut arriver que si nous sommes... s'il y a la justice dans ce pays. C'est un peu ça aussi. C'est ça. Donc, oui, droit et développement, ça se croise, mais ça ne se voit pas souvent, mais c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes allés chercher les universitaires pour venir nous en parler. Parce que qui, mieux que les universitaires, peuvent nous parler du droit? C'est pour cela que nous sommes allés chercher des historiens pour venir nous poser le problème de d'où nous venons. D'ailleurs, vous avez reçu ici le professeur Biobibou, qui était le président du... qui est venu nous faire un exposé sur, globalement, l'histoire des élections au Bénin. Nous avons eu le professeur Tokpanou, nous avons eu l'association béninoise du droit constitutionnel qui était avec nous pour pouvoir faire cet enlacement, cet entrecroisement entre le droit et le développement. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en étais sorti vraiment ragaillardi. Aujourd'hui, le Bénin est presque à la case de départ. On écoute certains garants de la transition. Et pensez-vous que ce serait encore possible d'amener les Béninois à savoir considérer l'autre comme eux-mêmes pour enfin asseoir le socle de la fraternité qui serait dans un état de décrépitude? J'y crois. C'est par l'éducation. Par l'éducation, on amènera les Béninois à comprendre. Parce qu'il s'agit de vivre ensemble. Nadine disait tout à l'heure que, on a parlé de droit. De droit, oui. Nos ancêtres même y ont pensé. Parce qu'en fait, la justice vient après. C'est-à-dire que les citoyens doivent être considérés comme libres et les citoyens doivent être considérés comme libres et égaux. Et donc, leurs droits civils, politiques et militaires doivent être protégés par une justice impartiale. C'est ce qu'on veut appeler justice impartiale. Oui, vous l'avez si bien dit, mais Paul Désiré, aujourd'hui, la jeunesse en est à très désespérée. Je ne sais pas s'il y a des retours qui vous parviennent. Et il n'y a pas meilleur apprentissage que par l'exemple. Et cette jeunesse regarde aujourd'hui, l'adulte d'aujourd'hui, a l'impression qu'il n'y a plus rien à espérer et est tenté de faire comme cet adulte-là. Justement, comme je dis, nous avons une option, mais on n'a pas travaillé à cela. Si je prends par exemple la constitution de 1990, lorsqu'on est revenu à la démocratie, pour toujours continuer à construire la nation. Mais il y a l'article 40 de la Constitution qui veut très bien, puisqu'on a eu la Constitution comme on a eu la République décrétée en 1960. Oui. C'est une crise et puis on s'est retrouvé, on dit bon maintenant nous allons, l'espace là on a retenu. Mais il faut éduquer les gens par rapport à cette... Mais c'est là la mauvaise éducation, puisque l'article 40 de la Constitution qui veut qu'on en parle partout, on en discute partout. Je me rappelle très bien que l'article... la loi fondamentale faisait l'objet de dissertation. On donnait des sujets de dissertation. C'est révolu, là. Maintenant, aujourd'hui, la Constitution est mise à l'écart. Et vous allez remarquer même que l'éducation civique n'existe même plus. Le mot éducation n'existe pas. Mais là, on enseigne aujourd'hui. Vous le dites si bien, mais de sorte que, oui, même que ce soit politicien, le politicien a trouvé un terrain, comme des opportunités commerciales, et maintenant, lui, il continue son œuvre. On appelle les autres, la jeune génération suit le comportement et s'éduque à travers elle-même, à travers le comportement. Nadine Kokede voulait faire un apport, oui. J'aimerais rappeler que l'éducation, oui,
Mais l'éducation sans humanité, elle ne servira à rien. Parce que, en définitive, oui, je peux être bon mathématicien, je peux être bon philosophe. C'est aussi un peu ce qui nous manque, en fait, de fabriquer des humains. On en fabrique de moins en moins. De moins en moins, de fabriquer des humains. Expliquez-vous, oui. Non, c'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas l'exemple qu'on fait la transmission. Tout à fait. Et aujourd'hui, plus que jamais. Et s'il n'y a pas d'exemplarité, vous allez faire de la mauvaise... Enfin, s'il n'y a pas d'humanité, vous allez faire de la mauvaise transmission. Parce que, oui, les valeurs changent. La valeur, ça devient l'argent. La valeur, ça devient une Mustang. La valeur, ça devient une Ferrari. C'est ça, en définitive. Le rapport à l'humain disparaît. Et on ne voit plus en l'autre un frère. C'est à ça qu'il faut venir, en définitive. Donc, l'éducation seule, oui, l'éducation, c'est le socle de l'humanité, en définitive. Donc, c'est pour rappeler à ceux qui sont en charge de l'éducation qu'ils ont aussi à transmettre cette humanité aux enfants qui le disent, que ce soit dans le cocon familial, que ce soit dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui, la morale, moi j'avais les cours de morale à l'école, c'est vrai. En ce temps-là, les cours de civisme, ça n'existe presque plus. Ce drapeau, quand vous étiez au drapeau, vous étiez content quand même. Il y avait une valeur républicaine. Et cette valeur républicaine, elle a quasiment disparu. Et cette valeur républicaine, mais c'est triste de le dire, elle n'est pas incarnée par ceux qui nous gouvernent. Depuis une trentaine d'années, ils ne l'incarnent plus. Voilà, donc... Alors, comment opérer la révolution si vous faites le diagnostic ici, il se trouve que ceux qui ont les gouvernails en main ont un rôle prépondérant à jouer et qu'il se trouve que ça peine à venir. Vous voulez commencer par le bas ou ça va s'opérer comment? Oui, de toute façon, quand on prend en compte les recommandations donc, de symposium, comme on a dit, on doit revenir, il y a un élu et une nation. On commence par là. Parce que là, on dit le comportement des élus désoriente le peuple, désoriente les citoyens, les enfants, la jeune génération. Et l'éducation, vue comme le processus de transmission des valeurs qui permettent donc aussi à perpétuer et transmettre ces valeurs pour permettre à la jeune génération d'intégrer la société, il faut commencer d'abord par voir les élus, travailler sur les élus. Comme l'a recommandé le symposium, il faut revenir à l'esprit de la Constitution, voir maintenant, essayer donc de mettre en place, nous allons mettre en place un observatoire qui permettra donc de suivre un peu les prestations, veiller à la qualité des prestations de ces élus, essayer donc de travailler en amont, à envoyer à l'Assemblée nationale des personnes de référence, et quand ça va reprendre, nous pensons aussi qu'il y a un travail à faire en amont. Je disais tout à l'heure là qu'il y a une distinction à faire entre le mot chéri des Béninois, de l'enseignement. Maintenant on fait l'enseignement, donc de savoir, on transmet des savoirs, mais on ne transmet plus de valeurs. Donc il n'y a plus l'éducation. Je tenais à dire que l'éducation et l'enseignement, c'est pas la même chose. L'éducation peut atteindre l'objectif, donc vise l'humanisme, c'est l'humanisme là. Pour faire de l'individu un homme digne. Ça a disparu de notre vocabulaire. Il faut ramener. Cette mission que vous êtes assignée, elle est des plus délicates quand on voit un peu la finalité. Vous aurez forcément besoin, d'une manière ou d'une autre, des pouvoirs publics pour pouvoir vous en sortir à bon compte. Y a-t-il déjà des approches avec les autorités pour pouvoir accompagner le mouvement, ou vous comptez le faire en vous appuyant plutôt sur d'autres pouvoirs, des pouvoirs, comme on le connaît, traditionnels, qui ont aussi un aura qui n'est pas à minimiser, les pouvoirs religieux et autres. Comment va se faire le travail pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé? J'aimerais déjà rappeler que, comme l'a dit Paul Tonou, que c'est l'élu et l'électeur. Et que le travail se fait au niveau de l'élu, pour lui rappeler que son rôle impacte sur l'électeur. Et le travail se fait aussi au niveau de l'électeur, pour lui rappeler que ses décisions impactent sur son environnement.
C'est-à-dire que si vous envoyez un élu à l'Assemblée ou à la mairie ou je ne sais pas où, et par condescendance ou juste parce que vous avez pris de l'argent, ça peut impacter sur votre vie pendant des années. Donc ça, c'est l'éducation à la citoyenneté à mettre en place. Et cette éducation à la citoyenneté va d'abord se passer sur le pouvoir que vous êtes, les médias, ce que nous sommes en train de faire là. Nous avons, je pense, plus de 5200 villes et villages au Bénin. Et ces 5002 villes et villages ont des radios locales ou assimilées. Notre symposium a décidé de sortir 10 recommandations, c'est-à-dire qui se comptent sur le bout des doigts. Okay. Que l'on peut traduire. On peut en connaître un peu déjà. Que l'on peut. Mais, par exemple, il faut développer des campagnes de sensibilisation périodiques sur les responsabilités de l'électeur et les conséquences d'expression de son vote. Ça, c'est envers l'électeur. Il faut développer, voilà ce que je disais tout à l'heure, un programme d'éducation physique à travers les médias. Voilà. Donc, il faut aller à la rencontre des élus aussi, des futurs élus, pour leur rappeler leur rôle. Et il faut rappeler que prendre de l'argent pour aller voter, c'est une faute et que c'est puni par la loi. Aussi bien pour l'électeur que pour l'élu. Donc, on va rappeler ces petits trucs-là, 10 recommandations globalement, sur le bout des doigts. Je ne les connais pas tous, hein, parce que voilà, sur le bout des doigts. Et que vous soyez à Tchoumi Tchoumi ou à Kessounou ou je ne sais pas, à Savé, que vous puissiez avoir accès à ces recommandations-là. Ça, c'est ce que tout le monde doit avoir. Et que tout le monde doit connaître. Et globalement, il y aura des petites cellules qui seront coordonnées par l'observatoire dont M. Paul vient de parler. Et cet observatoire, c'est un observatoire qui oblige l'élu à venir vers l'électeur et à venir lui rendre compte. Donc, à une périodicité qui sera définie par l'observatoire, en définitive. C'est déjà installé? Non, c'est... En projection. C'est en projection. Et il disposera de quels moyens coercitifs, si possible, pour obliger l'élu à venir vers ce monde? Mais c'est simple, c'est-à-dire qu'on vous demande de venir nous rendre compte, parce que nous vous avons envoyé, on reste sur l'exemple de l'Assemblée nationale, on vous a envoyé à l'Assemblée. Donc vous ne venez pas la première année. OK. Et l'observatoire va rappeler à ceux qui vous ont élus que vous n'êtes pas venus au rendez-vous pour rendre compte. Cela suppose aussi suffisamment de moyens pour être au contact permanent avec les élus locaux. Je voudrais vous demander de quels moyens disposez-vous pour faire ce travail? Je crois que dans ce pays, lorsqu'on monte bien les projets, on a des gens qui peuvent vous accompagner. On a des organisations non gouvernementales. Il y a l'État. Ninois, si ce projet l'intéresse et qui devrait l'intéresser, puisque on travaille pour l'État là. On travaille sur un terrain qui est le terrain des partis politiques normalement qui ont démissionné ou qui n'existent peut-être pas. Et peut-être que quand nous aurons fait 1 an ou 2, les partis politiques seraient sensibilisés et recommenceraient leur rôle d'éducation à la citoyenneté. Normalement, c'était pas à nous de le faire. C'est pas à une association de le faire. C'est aux partis politiques d'éduquer leurs électeurs. Les compagnons du devoir, le thème est tout choisi pour montrer le sens du sacerdoce qu'est le vôtre. Mais Paul, j'imagine, pour être d'un projet d'envergure et d'importance comme celui-là, vous connaissez le quotidien des Béninois. Est-ce que vous savez que c'est difficile pour certains de s'offrir un repas par jour dans certaines localités? Parfois, c'est même au plein cœur de grandes villes du Bénin que ça se passe. S'offrir un repas par jour, c'est difficile. Alors, dans ce contexte, quand un élu vient avec ce que vous savez, un sac de maïs ou de riz, où ça peut faire un mois et plus pour ce genre de population, pensez-vous que ça peut impacter l'initiative qui est désormais la vôtre? Oui, très bien, parce que d'abord, nous ne nous arrêtons pas. On veut aussi rendre l'électeur indépendant. Ah, donc il y aura des initiatives pour rendre l'électeur indépendant. Bien sûr. Intéressant. D'abord, lui-même, il sait que désormais, le suffrage qu'il a exprimé, son vote n'est pas à vendre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il peut avoir un comportement qui décourage l'électeur aussi.
le candidat. Le candidat. Parce qu'il suffira qu'à un moment donné, il veut très bien l'argent, mais il peut aussi décourager. Parce qu'il aura compris que l'argent ne suffit pas à envoyer quelqu'un à l'Assemblée nationale. Nous avons vu les comportements qu'ils ont. Maintenant, on doit veiller. Parce que le symposium aussi a trouvé qu'il faut sortir ces gens-là aussi de la précarité. Parce que nous sommes aujourd'hui un paradigme, il faut changer de paradigme économique. Il faut qu'on arrive à retourner la situation pour que ces gens-là deviennent progressivement autonomes financièrement, pour pouvoir exprimer leur... Parce que là, maintenant, ils sont dans une situation où ils n'ont pas l'indépendance. Et alors, donc, ils sont sensibles à n'importe quoi. Et donc, ils sont fidèles, parce qu'ils prennent l'argent et ils jouent à la fidélité. L'autre se retrouve de l'autre côté, mais ne fait plus ce qu'il a promis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question, c'est vrai. Oui, Nadine Kokodé, 2019, ça paraît bien loin, mais c'est déjà si proche. De cette assise, qu'est-ce qui aurait été, votre point cumulant de satisfaction? C'est le parterre de participants. Et l'honnêteté des débats. Vous avez vu beaucoup de franchises? Ah oui. Même avec ces élus? Absolument. Ils se sont confiés à vous? Mais pas à moi particulièrement, mais quand vous les entendez parler, vous voyez qu'ils expriment les problèmes que nous posons ici sont leurs problèmes. Ils en sont conscients. Ils en sont conscients. Mais ils n'ont pas les moyens d'endiguer ces problèmes tout seuls. Ah, ils en sont aussi des victimes. Oui, en tout cas, c'est l'impression qu'on avait, qu'ils en étaient aussi des victimes, et qu'une solution collective pour arrêter cela est la bienvenue. À partir de cet instant, oui, 2019, c'est très proche. Mais si c'est fait collectivement, ça veut dire qu'on peut aller très vite, en fait. Parce que les élus en sont conscients. Ils savent qu'ils gaspillent de l'argent. Écoutez, je vous donne l'exemple d'un candidat malheureux qui disait, moi, je veux aller aux élections, je vais à ma banque emprunter 6 millions pour faire une campagne normale. Mais en face de moi, il y avait un douanier. Je ne peux pas vous dire combien il a dépassé. Je me suis fait laminer. C'est le terme qu'il a utilisé. Je me suis fait laminer. Ça veut dire que ils sont conscients de ce qui se passe. Et ils n'ont pas envie de gaspiller leurs sous pour ça. Il y en a qui ont certainement, en tout cas de ceux qui étaient là, il y en a qui ont envie de travailler. Voilà. Et je crois que ce symposium va à la rencontre de ceux-là. Et que ensemble, nous allons pouvoir y arriver. Ensemble, oui, avec les médias, avec les populations, mais avec les gouvernants de ce pays, avec ceux qui dirigent ce pays, ensemble. Dès qu'on va commencer, dès qu'on va faire des campagnes d'information en rappelant qu'il y a des sanctions possibles et que ces sanctions-là seront réellement faites lorsqu'on attrape quelqu'un, je crois que même le gars qui a fait, il tiendra à sa liberté que se retrouver en prison pour quelques jours. Voilà. Oui, l'autre mal qui fait que tout ce qu'on peut identifier comme problème se pose avec acuité reste la question de l'impunité. Et l'actuel gouvernant a fait comme option de combattre cette impunité. Là, ça reste aussi pour vous un boulevard pour atteindre plus facilement vos objectifs. Oui, on croit. Ouais. On peut bien croire. Vous voulez bien croire. Parce que nous, on sait que notre pays doit lutter contre la corruption et ces genres de choses. Bon, maintenant, on ne se limite pas à une situation. Vous allez me dire que certains ont des doutes, mais on y arrivera. Parce que c'est engagé. Je crois quand même que la lutte contre la corruption est une option pour le peuple. Oui. Maintenant, qu'un régime l'amène et qu'il y a quelque chose à dire dessus, ne doit pas nous décourager. Nous sommes convaincus qu'on en sortira. Et il y a les textes de la République. La réalisation de ces textes, la sensibilisation amènera les uns et les autres à se disposer à la faire. Nadine Kokodé, est-ce qu'il faut espérer voir dans les tout prochains jours les acteurs de ce grand projet sur le terrain, effectivement, et comme le disent nos amis de l'autre côté, mouiller le maillot afin que la cause puisse être entendue du grand nombre, et surtout de la cause juvénile, parce qu'ici, des plaintes nous parviennent
elle est la plus lésée, la couche juvénile, qui veut bien voir l'avenir en rose, mais qui commence par désespérer. Ici, on nous a demandé, mais c'est encore quoi ce forum qu'organisent nos aînés? Est-ce qu'on trouvera enfin le bout du tunnel? On n'avait pas la réponse, mais on leur a demandé de ne pas désespérer. Vous êtes là, ils seront nombreux à vous suivre. Qu'avez-vous envie de leur dire, tous ces nombreux jeunes qui vous suivent? Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer parce que lorsqu'on désespère, on ne peut plus bouger. L'espoir, c'est vrai, l'espoir fait vivre. Et l'espoir fait travailler. Et c'est pour ça que cette montagne qui semblait infranchissable, nous l'avons attaquée. Parce que si on ne l'attaque pas, on ne peut pas créer le développement. Et vous étiez en train de demander, est-ce qu'on va nous voir sur le terrain bientôt? Oui. Nous allons essayer de rapidement mettre sur pied l'observatoire. Et l'observatoire, il est composé de quelques membres, des compagnons du devoir, mais de la société civile, des membres de la société civile, des universitaires, des juristes. Voilà, donc c'est vraiment 11 membres qui représentent globalement un microcosme de la nation béninoise et qui vont se mettre au travail, qui vont commencer à courir pour chercher les fonds pour pouvoir travailler. Voilà, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, nous allons appeler à une sorte de solidarité nationale autour de cet observatoire. En même temps, oui, nous allons signer nos accords avec les médias pour pouvoir commencer à diffuser nos petits, spots, voilà, nos messages. Voilà, donc à partir de cet instant-là, je pense que nous aurons commencé à travailler. Et nous allons essayer aussi de faire pression. Oui, il faut faire du lobbying aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Oui, Paul, à la jeunesse, qu'avez-vous envie de dire avant votre mot de la fin? De ne pas désespérer, tout simplement, parce que c'est elle que nous devons remettre en maintenant en marche. Elle reprend le service du travail et l'avenir de toutes les façons. Tout simplement, il faut qu'on reprenne, on rééduque et on leur redonne de l'espoir. On peut compter sur vous, que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour eux. Puisqu'on en a déjà conscience, il y a une prise de conscience à notre niveau, on les amènera à reprendre le chemin. Nadine Kokode, pour ce passage, quelle reste votre ultime adresse? À qui vous voulez, bien entendu. Il faut regarder droit dans la caméra. Oui, écoutez, mon adresse, c'est naturellement à cette jeunesse qui est désespérée, cette jeunesse qui attend. Et c'est de demander à cette jeunesse d'oser aller aussi exercer, à chaque fois qu'on l'appelle, son droit de vote, et de l'exercer proprement, et de refuser cette corruption électorale à chaque fois qu'elle vient vers eux, d'oublier leur misère qui est une misère longue, mais qui va disparaître, et de refuser la corruption d'un moment qui n'est que joie, très, très, très passagère. Merci à vous, Nadine Kokode. Oui, Paul Tolou, votre adresse, c'est à qui vous voulez, droit dans votre caméra. C'est toujours à cette jeunesse-là qui, comme l'a dit, elle est désespérée. Et comme je reviens de dire, il y a qu'elle doit pouvoir prendre conscience de ce que tout ceci n'est que momentané. Tout change. Et tout finit par finir et que le développement est assuré. Paul Désiré Tonon, merci pour le passage sur ce plateau. Merci également à vous, docteur Nadine Kokode. Ce fut un plaisir de partage. J'espère que la jeunesse s'est retrouvée dans ce que vous avez dit. En tout cas, soyez-en sûrs, elle reste aux aguets, cette jeunesse, et vous suivra de très proche et espère vraiment avoir un début de réponse à ces nombreuses préoccupations. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le numéro du jour, c'est terminé. Mais avant de vous fausser compagnie, comme d'habitude, cette citation du jour, et ce sera avec l'artiste, écrivain, poète et romancier français Victor Hugo. Je le cite, c'est un vers. Et de l'union des libertés, dans la fraternité des peuples, naîtra la sympathie des âmes, germe essentiel de cet immense avenir qui ne peut s'éclore sans une dignité partagée, mais surtout respectée. Mesdames, Messieurs, ce fut un immense plaisir d'avoir une fois encore été des vôtres. À très vite sur le plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.